Bonjour à tous. Bon, du coup, on va pouvoir commencer puisqu'on a pas mal d'inscrits, de participants qui sont arrivés. Donc, je suis Aurélie Char, je suis responsable marketing et communication pour Librairie MLS. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle session de notre cycle de webinaire que l'on a conçu pour être dense, informatif, thématique. L'objectif, c'est que vous, les enseignants, les chefs d'établissement, les professeurs documentalistes, vous puissiez avoir accès aux meilleures ressources numériques présentes sur le marché et surtout que vous ayez l'occasion inédite de pouvoir rencontrer les acteurs de cet écosystème et leur poser vos questions directement. Donc pour ça, il ne faudra pas... vous pourrez utiliser le chat pour poser vos questions. On se retrouvera en fin de webinaire pour échanger autour de toutes ces thématiques. Et je vais laisser la parole à Yves qui va vous présenter la librairie. Bonjour à tous, je suis Yves Morel, je suis le gérant de la librairie EMLS. Donc très rapidement, vous nous connaissez comme librairie scolaire de référence et depuis quelques années, nous avons pris le virage du numérique éducatif. En tant que libraire numérique des régions Aura et région Sud, nous livrons plus de 1 million de licences numériques par an, soit plus de 4 millions après la rentrée. Et au-delà de ces deux régions, nous livrons d'innombrables collèges, enfin d'innombrables, plusieurs centaines, on va rester modeste, collèges en licence numérique également. Une autre facette de notre activité, c'est que nous accompagnons un ensemble d'éditeurs de ressources numériques pédagogiques hors manuel scolaire, tous plus innovants les uns que les autres, que nous mettons d'ailleurs en avant dans un livret des ressources numériques que nous publions chaque année et qui vient de voir le jour pour cette année. Donc, je vous invite à regarder notre post LinkedIn sur le sujet. Donc, nous sommes réellement engagés pour la réussite du numérique éducatif et pour sa transformation progressive. Et ce cycle de rencontres qui est bien engagé cette année et qui touche presque à sa fin puisque nous en sommes dans l'avant-dernier épisode. Ce cycle de rencontres contribue à cela, à faire connaître les ressources, à faire évoluer la réflexion de chaque enseignant ou professeur documentaliste et à continuer de cheminer sur la transformation du numérique éducatif. Voilà, aujourd'hui, on va échanger autour de la thématique des sciences. Donc, pour parler de cette thématique, on est ravis d'accueillir Solène Vinet qui nous présentera Quick, Edmond Espanel pour Brief Science, Marine Chen et Gwen Cognard pour Cabrilog, et enfin Jérémy Touzé pour MathLive. Donc, on va vous donner la parole à tour de rôle. La règle du jeu, c'est de respecter le temps imparti, une dizaine de minutes chacun. Vous restez connectés. À la fin, on essaye d'échanger tous ensemble. Voilà. Pour les enseignants, n'hésitez pas à poser vos questions aussi par le biais du chat et on les posera directement en fin de webinaire. Et évidemment, cet événement a deux vies. Aujourd'hui, qui permet un échange en live et en direct, on va dire, pour rester francophone. Et ensuite, évidemment, le fait de le reposter sur notre chaîne YouTube et qui permet à chacun de reconsommer cet événement à sa juste vitesse. Voilà. Donc, on va commencer en laissant la parole à Solène pour Quick. Ok, donc pour présenter Quick assez rapidement, donc nous on est un site d'entraînement en mathématiques et physique-chimie. Donc pour les mathématiques, on fait de la 6e à la terminale et pour la physique-chimie, de la 3e à la terminale. Le principe de Quick, en fait, c'est qu'un enseignant va donner grâce au site des devoirs à ses élèves. Et là où on a notre innovation, c'est qu'à chaque fois qu'un enseignant va sélectionner un exercice, en fait, les élèves vont avoir des valeurs différentes. D'un élève à l'autre, on va avoir à chaque fois la même notion à réviser, mais avec des valeurs différentes. Et on parle bien d'entraînement, vu qu'à la fin, le devoir est auto-noté et l'élève peut recommencer, une fois de plus avec des valeurs différentes pour s'entraîner. Je pense que le mieux, c'est de vous montrer, du coup, comment fonctionne le site. Caroline. Alors. Voilà, parfait. Donc, quand vous arrivez sur Quick, en fait, pour donner un devoir, c'est très simple. Vous sélectionnez votre classe, donc on va prendre mathématiques.
Vous sélectionnez le niveau de votre classe. On va rester en 6e pour nous. Par exemple, voilà, sur du vocabulaire, on va ajouter des exercices hop là, pour enregistrer le devoir. Comme si on sélectionnait en fait des achats en ligne. On peut aller piocher vraiment partout. Voilà. Il faut bien se rendre compte que, comme vous voyez ici, dès que je clique sur le petit plus, voilà, les valeurs changent. Car chaque élève aura vraiment un exercice unique. Je vais aller voir mon devoir, vérifier ce que j'ai mis comme exercice, ou potentiellement le réordonner ou en supprimer. Là. Je choisis mes options. Donc, comme si vous étiez en cours pour les enseignants, en fait, vous avez le nom d'un devoir, test devoir, une date de début avec une heure de début, une date de fin avec une heure de fin. Allez, pas après 20 heures, sinon ça fait un peu tard. Vous pouvez choisir de donner le devoir à toute la classe ou seulement à certains élèves. Et pour les options, vous pouvez donner un petit conseil de début de devoir à vos élèves, comme penser à bien réviser votre cours, limiter le nombre de tentatives, car par défaut, en fait, l'élève peut recommencer son devoir autant de fois qu'il le souhaite. Limiter le nombre de temps, avec une option spéciale pour le tiers-temps qui se met automatiquement. Vous verrez, donc on peut aussi avoir des points pour le rattrapage en QCM qu'on peut limiter, avoir un mail récapitulatif à la fin de chaque devoir, avoir un ordre aléatoire pour les exercices et partager ce devoir avec vos collègues. On enregistre le devoir et en fait, il est prêt. Le devoir est terminé. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est se mettre en mode élève et voir que donc l'interface élève, très simple, hein, vraiment, on a été au plus simple afin de ne pas éviter que les élèves trouvent des excuses pour ne pas faire leurs devoirs, hein, on va dire simplement. Donc mes devoirs, un élève, voilà, va lancer son devoir, commencer son devoir avec des petites consignes, et il aura juste à indiquer la réponse ici. Je vais mettre n'importe quoi. Ah, j'ai pas vu la consigne. Hop, valider, correct, suivant. Alors là, je vais me tromper volontairement pour que vous puissiez voir en fait qu'on a en effet un QCM de rattrapage. J'ai pas lu la consigne. Hop là. Et voilà, c'est incorrect. Bon. Je pourrais recommencer en fait à la fin de mon devoir pour refaire cet exercice et améliorer ma note. Si je reviens côté enseignant, je vais avoir des options comme les bilans. Donc je vais vous montrer un bilan. Non, bah voilà, il est chargé. Donc, vous aurez un bilan, en fait, avec plein de détails sur les notes obtenues par les élèves, mais également quels exercices ont été les mieux réussis par la classe. Donc, vous pouvez refaire. Ensuite, vous suffit de cliquer sur l'exercice et vous pouvez le refaire en cours avec vos élèves. Quelles sont les notions à revoir? Enfin, voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses détaillées. Vous pouvez voir chez les élèves, est-ce qu'ils ont travaillé en autonomie ou pas, le nombre d'exercices qu'ils ont fait en devoir, et bien entendu, alors ça, il faut que je sélectionne les notes, les équations, donc les moyennes avec la date de début, la date de fin. Donc là, on est sur un compte démo, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de données. Mais sur l'historique, en tout cas, par exemple, voilà, toutes les copies faites par les élèves, en fait, comme si c'était un devoir maison. Voilà, sur la présentation du site, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour le côté enseignant? Non, on a la partie autonomie. Voilà, on va revenir du côté élève, donc on vous a montré la partie devoir. Il y a la partie aussi en autonomie. Donc, sur la partie en autonomie, un élève peut s'exercer quel que soit son niveau. Donc, ça, c'est aussi bien du côté enseignant que du côté élève. Quel que soit le niveau, en fait, vous avez vraiment accès à toute la base d'exercices. Pareil pour les élèves, donc ils peuvent choisir de s'entraîner librement sur des thèmes. Voilà. Ou ensuite, vraiment sur la partie autonomie. Hop là, je vais rentrer une fois, pardon. Sur la partie autonomie, on a les anciens devoirs. Donc là, les élèves peuvent refaire tous les devoirs qui leur ont été donnés au cours de l'année. À savoir que quand on fait des abonnements annuels, les comptes restent ouverts sur les mois de juillet, août. Donc, ça peut être aussi un bon système pour des programmes de révision. Et je reviens encore là. Défis-nous. Donc, ça, c'est ce qu'on a ajouté il n'y a pas longtemps. Alors, on m'a mis en niveau seconde. On ne va pas faire les défis. C'est des petits défis, en fait, où le principe, c'est de faire des suites d'exercices. Donc, soit 5 exercices, soit 10 exercices. Si les élèves réussissent, ils gagnent des quicks. Après avoir remporté des quicks, ils peuvent débloquer le super devoir boss. Et en fait, tout au long de leur parcours sur les défis, ils vont obtenir des petits badges. Par exemple, s'ils arrivent à faire 3 défis d'affilée sans faute, ils vont obtenir un badge pour les féliciter. Le but, c'est vraiment de motiver les élèves à aller travailler en autonomie. Je vais revenir en professeur. On a encore une option qui est la différenciation.
Donc, la différenciation vous permet de prévoir… Je vois rien. Ah, c'est 40. Vous permet… Comme je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. 37. La différenciation permet aux enseignants de prévoir en fait, des devoirs pour leurs élèves qui vont choisir des exercices automatiquement. On va aller prendre sur les résultats des devoirs donnés à vos élèves tous les exercices où les élèves ont moins réussi, mais par élève, et on va créer un devoir unique par élève. Donc, si vous ajoutez 5 exercices à ce devoir, ça va être 5 exercices différents selon les résultats de chaque élève. Et vous programmez une différenciation, soit vous dites que vous la donnez ponctuellement, soit ça peut être toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois. Je ne vais pas enregistrer. Sur la présentation Quick, vous avez aussi accès à toute la banque d'exercices en physique-chimie. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore ajouté le niveau 3e parce que c'est une nouveauté qu'on va avoir à la rentrée. Mais on a bien en seconde tous les thèmes. Les exercices pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on peut proposer aussi sur la physique-chimie. Première, on va avoir la générale. Voilà, vous avez vraiment différents types d'exercices. Et toujours pareil, en fait, si on ouvre l'exercice, mais c'est pas la même… c'est pas grave. On va le déplier ici. Et à chaque fois, en fait, les données vont changer pour créer un exercice unique pour chaque élève. Je pense que c'est bon pour la présentation du site. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Non, on a pour le collège une partie cours, 6e, 5e, 4e, 3e. Et du coup, voilà. Du coup, cette partie, elle existe uniquement en mathématiques pour le niveau collège. Voilà, on a fait le tour de la ressource rapidement, mais vous avez pu voir les principales options. Et donc, on peut créer un devoir en 2 minutes. Voilà. L'utilisation, elle se fait soit en classe, soit à la maison, et on est compatible tout support, ordinateur, téléphone, tablette, voilà. Donc, PlayStation 5. PlayStation 5, c'est vrai. Donc, à partir du moment où il y a un accès Internet, on peut travailler sur Quick. Voilà. Super. Alors, attendez, hop. Merci pour cette présentation. On est en train de réactiver notre caméra. Mais décidément, c'est nous les… Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce sera sans la caméra dans l'immédiat. Donc, merci infiniment pour cette présentation qui était menée tambour battant et très démonstratrice. Donc, c'est très bien. Et donc, nous allons pouvoir passer la parole à Edmond, du coup, pour Brief Science. Donc, merci, à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, je suis Edmond Espanel, je suis le directeur général de BriefMe. Notre vocation en tant qu'éditeur, c'est d'aider le plus grand nombre à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. On est dans un contexte où les contenus en ligne sont hyper abondants, où c'est parfois difficile de faire le tri entre ce qui est fiable, ce qui est vrai, ce qui est imprécis. Et les élèves ont beaucoup de mal à faire ce tri-là. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'aider notamment les professeurs documentalistes, les enseignants, à accéder à des ressources qui proposent aux élèves des sources précises, fiables, qu'ils vont pouvoir utiliser pour s'informer, pour développer leur culture générale, leur culture scientifique et leur ouverture sur le monde. Chez BriefMe, nous proposons 3 ressources principales pour les lycéens. Une première ressource qui s'appelle BriefMe, qui va traiter de l'actualité française et internationale. Une deuxième qui s'appelle BriefEco, qui traite de l'économie. Et celle dont je vais vous parler maintenant, qui est Brief Science, qui permet de mieux comprendre l'ensemble des sujets scientifiques. Donc, Brief Science va permettre de faire un tour sur un très vaste territoire de sujets scientifiques en appui aux enseignements de sciences civiles et de la Terre, de physique, de chimie, de géologie, de façon extrêmement large, et puis plus largement pour les curieux en astronomie, en biologie, en intelligence artificielle. La science, elle est aujourd'hui au cœur des grandes problématiques de nos sociétés. On l'a vu avec la crise sanitaire, on le voit au quotidien avec les enjeux autour du réchauffement climatique. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'aider les élèves à développer leur savoir scientifique, mais également aussi à développer leur esprit critique, et puis à bien comprendre qu'il y a une différence entre des opinions et des théories scientifiques
qui sont construites par des recherches, par des méthodologies scientifiques et en quelles on peut avoir confiance. Pour garantir la fiabilité de l'ensemble de nos contenus, on est accompagné par un comité scientifique d'une 50aine de membres qui va couvrir la diversité des thématiques qu'on traite dans Brief Science. Alors, comme le temps nous est compté, on va tout de suite faire un petit tour sur la ressource. Comment Brief Science est structuré? C'est d'abord, Brief Science, c'est un email, une édition chaque lundi qui est mise en ligne sur le site et qui va faire le tour des dernières découvertes de la semaine écoulée, avec des petites brèves, avec toujours un lien vers la source originale et puis des éléments pour approfondir. Un sujet mis à la loupe, un dossier, où on va partir d'une actualité de la semaine et puis qu'on va expliquer à la fois en schéma et en texte. Donc là, c'est sur l'ordinateur quantique, mais on a une grande diversité de sujets qui sont très en lien possible avec les programmes scolaires comme les particules élémentaires, où on a une très belle infographie qui explique tout ce qui s'est passé à la suite du Big Bang. Donc ça, on sait qu'on a des retours très, très forts des enseignants qui adorent nos infographies et qui aiment bien les utiliser dans leurs cours, ou encore sur l'évolution des espèces et la sélection naturelle. Donc là, qui est une thématique qu'on va retrouver à plusieurs niveaux dans les enseignements. Donc, c'est à la fois une édition par semaine, mais c'est aussi un site avec la possibilité de faire des recherches. Par exemple, si on se pose la question des microplastiques, on va remonter des informations sur les microplastiques. C'est aussi la possibilité de se balader par rubrique. Donc, si on veut voir tous les derniers dossiers qui ont été publiés. On a également chaque semaine la publication d'une nouvelle actualité d'histoire des sciences, donc qui permet de se balader sur les grandes découvertes scientifiques qui ont déjà eu lieu. Et puis, enfin, on peut aussi se balader par thématique en fonction des sujets qui vont nous intéresser à un moment donné. Brief Science, c'est aussi un site qui est accessible. On va retrouver la possibilité d'écouter. Donc, il y a une version audio des différentes éditions. On va avoir la possibilité de modifier la taille de ces textes pour ceux qui ont des difficultés de lecture, ou également passer en mode sombre pour ceux pour qui la lumière est un problème. Donc, des options d'accessibilité qui sont relativement utiles pour vos élèves. Comment la ressource, elle est habituellement utilisée par les élèves et par les enseignants? Pour les élèves, d'abord, ils l'utilisent souvent pour préparer des exposés, pour développer leur culture générale scientifique et également pour préparer le grand oral pour ceux qui ont une spécialité scientifique. Pour les enseignants, c'est une ressource très utile pour illustrer le cours avec nos définitions, avec nos infographies, nos dossiers qui permettent d'avoir des points d'ancrage pour faire leurs enseignements. Et également, ils vont aussi utiliser certains de nos documents pour faire des études de documents pour leurs élèves. Alors, comment Brief Science est accessible dans votre établissement? Il est accessible par Atrium Corellis, par tous les ENT Connect et Hogar, par EasyDoc. Les contenus sont également indexés dans EasyDoc. Donc, quand l'élève ou l'enseignant fait une recherche dans le moteur de recherche d'EasyDoc, il va remonter des contenus qui proviennent de Brief Science. L'ensemble de la ressource est parfaitement accessible en mobile, donc elle est optimisée pour être vue en mobilité de façon très simple. Ce qu'on propose également pour tous les lycées qui en ont le souhait, c'est une offre de démonstration. Il suffit juste de nous contacter et on vous ouvre des accès pour que vous puissiez, soit en tant qu'enseignant, soit en tant que professeur documentaliste, faire un tour de l'ensemble de Brief Science et également de nos autres ressources, Brief Eco et Brief Science, pour vous dire est-ce que ça correspond au contexte de mon établissement, à nos besoins, et ensuite, vous pouvez comme ça
vraiment prendre le temps de bien analyser le sujet et d'explorer nos ressources. Je vais vous mettre dans le chat nos coordonnées. Il vous suffit d'écrire à hello@briefscience et vous nous retrouverez très facilement. Merci beaucoup et peut-être si vous avez des questions, je ne sais pas si on les traite maintenant ou un tout petit peu plus tard. Alors, on va les traiter à la fin. Voilà, on va les traiter à la fin, mais merci pour cette présentation. C'est parfait. Donc, on était en plein dans les sciences, mais avec un abord un peu particulier par le biais des médias. Voilà. Merci beaucoup, Edmond. On va donc passer à la suite en donnant la parole à Cabrilogue. Et du coup, ce sera Marine et Gwen. Eh bien, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, pour commencer, un petit point sur Cabrilogue. Alors, Cabrilogue est un éditeur d'outils et de ressources numériques en mathématiques et en sciences. Nous allons vous présenter aujourd'hui nos différentes solutions pour vous et pour vos élèves. Alors, pour commencer, je vais vous présenter Cabri Express, qui est notre application qui permet de créer des activités interactives. C'est un véritable laboratoire personnel pour les élèves qui peuvent vivre les mathématiques, mais aussi les sciences. Les élèves disposent d'une calculatrice graphique très puissante, mais pas seulement. Elle possède également c'est une calculatrice qui possède également des fonctions scientifiques, trigonométriques, logarithmiques. Elle est à la fois algébrique et numérique. Dans l'application, vous allez également retrouver 10 piles d'outils mathématiques qui vous permettent de travailler avec des outils de géométrie, notamment, en 2D et en 3D. Pour les élèves de primaire, Cabri Express s'adapte à vos besoins. La calculatrice est simplifiée. Vous avez la possibilité de travailler sur les solides, sur les patrons, par exemple. La manipulation des outils de géométrie virtuelle sont vraiment particulièrement appréciés par les enseignants et par les élèves. L'outil, globalement, vous permettra de travailler en 2D et en 3D de façon unique. Vous pouvez utiliser Cabri Express à partir de la page blanche, en classe, pour directement faire une présentation, ou bien en préparant vos contenus pédagogiques en amont. Vous pouvez enregistrer votre travail et le rouvrir à tout moment. N'hésitez pas à scanner le QR code qui est présent sur la page afin de le tester dès maintenant. Merci Marine donc, pour cette présentation de notre laboratoire Cabri Express. Donc Cabrilogue, on crée ce laboratoire-là Cabri Express, mais on est également éditeur de ressources numériques interactives. Les ressources sont les plus interactives possibles. D'un point de vue niveau, on traite tout niveau du primaire jusqu'au lycée, en mathématiques et en sciences. Les différentes collections de ressources pour les mathématiques sont présentes ici. Donc, on a 1, 2, 3 Cabri pour l'école primaire, Cabri Factory pour le collège, et nous avons aussi une série de collections pour les mathématiques au lycée. Nous avons également des collections de ressources numériques pour les sciences, et notamment, nous avons des ressources en enseignement scientifique, en sciences numériques et informatiques, et en ingénierie, innovation et technologie. Puisque je ne peux pas tout présenter, j'ai fait le choix de présenter principalement donc, les ressources en mathématiques pour le lycée, sachant que tous les principes que j'énonce ici sont pour la plupart appliqués dans toutes les collections qu'on propose. Alors, je vais lancer la vidéo et je vais l'arrêter régulièrement pour pouvoir présenter les éléments au fur et à mesure. Donc, les collections pour le lycée en mathématiques sont une coédition entre Mascotte et Cabrilogue et en partenariat avec Mathscope. Ce que je vous propose, c'est de principalement nous intéresser au lycée professionnel, puisque nous avons aussi des ressources pour le lycée général et technologique. Toutes nos ressources respectent les programmes scolaires en vigueur et en particulier avec la réforme du lycée, nous avons un très grand nombre de ressources qui respectent ces programmes-là et nous savons que c'est parfois une difficulté pour les enseignants de trouver des ressources numériques sur ces programmes-là. En particulier,
Pour le lycée professionnel, les ressources sont catégorisées selon les différents thèmes du programme scolaire et en particulier, il y a une particularité du programme en seconde, première et terminale professionnelle, c'est le thème automatisme. Et donc, on a de très nombreuses ressources sur ce thème. La technologie Cabri permet de disposer de nombreux outils, et notamment pour travailler les mathématiques dynamiques. On connaît aujourd'hui le concept de géométrie dynamique, mais aujourd'hui, notre technologie s'est enrichie et permet de traiter tous les thèmes des mathématiques, mais également des sciences. On voit sur la gauche ici la représentation graphique d'une fonction de type ax au cube plus b. Et on va voir que grâce à notre outil, on peut par exemple modifier la valeur des différents paramètres A et B, et l'élève peut observer graphiquement comment ces différents paramètres-là impactent la courbe. On a le point P aussi qui a été construit sur cette courbe-là, et on peut attraper ce point et le bouger dans la courbe. Et donc les coordonnées de ce point-là sont modifiées en fonction de sa position sur la courbe. On vient de le voir un petit peu avec cet exemple, mais dans nos exercices, dans nos activités, on a de très nombreux registres de représentation qui sont utilisés. Graphique, expression algébrique, figure. On a également de nombreux outils de construction. Sur la figure de gauche, par exemple, l'élève va pouvoir construire la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses, passant par le point P. L'élève a également accès à une calculatrice dynamique, et on a pu très très rapidement voir un exemple dans Cabri Express tout à l'heure, mais c'est la même calculatrice qui est utilisée. Et ils peuvent également utiliser, les élèves et les enseignants, un éditeur d'expression algébrique. Certaines ressources contiennent également un interpréteur Python. Tous ces outils-là sont intégrés dans une seule et même interface et dans une seule et même page. On n'aura pas besoin de naviguer entre différents onglets. Tout est scénarisé pour qu'il n'y ait pas de rupture d'environnement qui soit vécue par l'élève. Une petite aparté par rapport à l'interpréteur Python et aux outils numériques qui sont utilisés. En sciences, on a besoin d'utiliser de très nombreux outils, l'interpréteur Python également, mais également dans nos activités, on va pouvoir proposer une interface qui permet par exemple de programmer des microcontrôleurs tels que les cartes microbit ou Arduino, de créer une page web pour apprendre à coder en HTML, CSS, de travailler sur les bases de données SQL, sur les lignes de commande Linux, etc. Tous ces outils-là sont intégrés au sein d'une même interface et scénarisés. Et pour revenir en mathématiques, quand on utilise l'interpréteur Python, généralement, on propose une activité à l'élève avec un code à trous que l'élève va devoir compléter. La plupart de nos ressources comportent des données aléatoires. On va voir un exemple ici, juste en dessous, où en fait on a une expression algébrique. Quand la ressource se relance, un nouveau jeu de données est lancé. Il y a de très nombreux intérêts à avoir ce type de fonctionnalité dans nos ressources. Par exemple, deux élèves qui sont à côté n'auront pas la même activité. D'autre part, un élève qui aura des difficultés sur une activité va pouvoir jouer l'activité, avoir une aide, par exemple, à son premier essai, avoir accès à une solution à son deuxième essai. Et généralement, si l'élève n'a pas réussi l'activité, on va lui proposer une vidéo qui reprend des éléments de cours ou explicatifs. Et ensuite, on lui propose de nouveau exactement la même activité, mais avec un jeu de données différent. Et donc, il ne veut pas mémoriser la solution, il doit remobiliser les stratégies de résolution. La technologie Cabri permet également d'évaluer automatiquement les réponses des élèves. Ces réponses peuvent être de différentes natures, numériques, algébriques, géométriques, ou une combinaison de ces trois types de réponses. Les résultats obtenus par les élèves sont enregistrés automatiquement au sein de la plateforme. La plateforme utilisée est la plateforme Dactyléo. L'enseignant pourra voir d'une façon synthétique les résultats obtenus par les élèves et du coup identifier les élèves qui ont eu des difficultés sur une activité en quelques secondes.
L'activité que je vous propose de visualiser assez rapidement donc, propose une réponse algébrique où on va développer et réduire une expression de type x plus a au carré. Ici, nous avons une expression donc, x plus 3 au carré, le terme 3 est aléatoire. L'élève complète la zone de réponse et peut visualiser donc, son expression algébrique correctement formée. Il valide une première fois et accède à une aide. Il valide une seconde fois et il peut accéder à la solution. La deuxième page de la solution est particulièrement intéressante parce qu'on va proposer une représentation géométrique du calcul qui est fait, où on a ici un carré de côté x plus 1. L'élève peut manipuler et déplacer le point P pour faire varier x et observer les différentes composants ne pas oublier les termes en AX. Donc si j'y arrive, excusez-moi, je ne vais pas relancer la vidéo, voilà. Donc on retrouve ici les différentes disciplines et niveaux concernés. Je voulais juste afficher le slide suivant pour expliciter ce qu'il y avait derrière les grands termes mathématiques, enseignement scientifique, sciences numériques, informatique et ingénierie. Voilà, qui vous permet d'identifier vraiment quels sont exactement les enseignements et les niveaux concernés. Et puis, donc, la technologie Cabri, quand elle est utilisée par les enseignants, on a généralement de très bons retours, notamment ce retour-ci. Les élèves hermétiques aux maths enfin débloqués. Donc, Cabri, ils montrent même à leurs camarades comment faire. La plupart du temps, quand les élèves manipulent et interagissent avec la ressource, ils se sentent investis et ils ont l'impression de vivre les mathématiques et les sciences. Et c'est une très, très bonne façon pour eux de progresser et de se sentir motivés. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse édition@cabri.com. Merci Gwen, merci Marine. Merci pour cette présentation très structurée, très claire. Très clair, oui. Et on va donc passer à la dernière présentation. Ce sera MathLive avec Jérémy. Bonjour à tous, je suis Jérémy Touzé, le cofondateur de MathLive. MathLive, c'est un outil numérique qui permet de réaliser des activités collaboratives et ludiques en classe pour le secondaire, donc collège et lycée. Avant de détailler l'outil, quelles problématiques on adresse? Il s'agit, il y a de nombreux enjeux dans l'enseignement des maths. Quel constat on adresse? Nous, c'est celui que l'enseignement des mathématiques peut être jugé par les élèves parfois trop abstrait, magistral ou élitiste. Et ça a pour conséquence que les élèves peuvent avoir une attitude passive en classe de maths, ce qui peut provoquer un désintérêt et peut avoir pour conséquence le décrochage, ce qui peut être pénalisant pour le futur des élèves. Comment on adresse ce problème à travers notre outil MathLive? Alors pour bien comprendre, qu'est-ce que MathLive? C'est un site internet qui va s'utiliser en classe, présentiel ou distanciel. Il y a vraiment cette notion d'usage simultané, collectif, tous ensemble. Donc, par contre, ça implique effectivement que les enseignants disposent d'un ordinateur et d'appareils pour pouvoir projeter au grand écran une interface sur laquelle les travaux des élèves vont venir s'agréger. Et côté élèves, les élèves doivent disposer d'appareils numériques, smartphone, tablette ou ordinateur, pour pouvoir travailler collaborativement. Donc, cet outil dispose d'un catalogue d'activités qui vient couvrir le programme scolaire, donc de la 6e à la terminale. Les enseignants donc vont venir ponctuer leurs cours avec des activités collaboratives. Ces activités en fait, vont permettre à la classe, tous ensemble, de résoudre des problèmes ou de réaliser des démonstrations en lien avec le cours qui est étudié en classe. Donc comment ça marche? Je vais vous montrer un exemple juste après, mais l'enseignant va venir, pendant son cours, démarrer une activité MathLive. La classe va se connecter et les élèves vont participer. Ils auront des calculs, des questions, des simulations, des manipulations à réaliser. Tous ces résultats vont être agrégés et collectés en temps réel et regroupés au tableau. Et c'est la participation de tout le monde qui va permettre de résoudre le problème ou réaliser la démonstration. Je vais vous montrer un exemple rapide. Alors, ça va plutôt concerner les enseignants de maths, mais j'espère que vous allez quand même comprendre le concept. On va devoir aller un peu vite. Alors, je vais vous montrer un exemple là sur de la trigonométrie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la trigonométrie, c'est plutôt la forme qui compte. Donc, on est en classe, l'enseignant a choisi son activité et il la démarre. Il projette donc cet écran à la classe, un peu comme Kahoot. J'imagine que vous connaissez Kahoot, j'espère. Cet écran est projeté à la classe, on invite tous les élèves à se connecter. Alors ici, on est sur une activité de trigonométrie. Ça y est, je suis élève, je me suis connecté. Alors dans cette activité, on va travailler sur des valeurs remarquables du cercle trigonométrique.
Je passe les détails, mais toute la classe il y a un lot de valeurs que la classe va se partager et tous ensemble qui vont calculer. Et qu'est-ce qui se passe dans cette activité sur la trigonométrie? Donc là, les élèves réalisent leurs calculs. On va venir collaborativement construire les fonctions cosinus et sinus. C'est la classe entière qui réalise progressivement, qui va venir construire ces fonctions-là. Donc, il y a une dimension ludique, tout le monde participe, il y a des notifications, il y a des récompenses, etc. Il peut y avoir une petite dimension de challenge avec des points, etc. Mais on insiste surtout sur la dimension collaborative. Et voilà, la classe a participé très rapidement, très efficacement. On a collecté des centaines de résultats, ce qui aurait été impossible sans outils numériques. On n'aurait pas amené 30 élèves au tableau pour construire quelque chose collaborativement. Voilà, on a regroupé tous ces résultats qu'on peut manipuler, exploiter très facilement grâce au numérique. L'enseignant, bien sûr, dispose d'un contrôle total de l'activité réalisée. Je montre très vite un autre exemple. Là, vous avez vu un exemple sur l'analyse avec des fonctions. Ça se prête à plein d'autres parties du programme scolaire. Je vous montre très rapidement un enjeu sur une activité sur la probabilité. On va étudier, par exemple, les probabilités sur les sommes de paires de dés. Et en fait, on se rend compte, donc on fait simuler aux élèves des lancers de paires de dés. Ils viennent fournir les résultats. La classe partage très rapidement tous les résultats et on vient observer ici la loi des grands nombres. En fait, on se rend compte, grâce à la participation de tout le monde, on observe un comportement spécifique qui vient soutenir un enseignement théorique au départ présenté par l'enseignant. Voilà, c'est très rapide. Il y a on couvre vraiment le programme scolaire, il y a plein de mécaniques collaboratives différentes, mais voilà, il y a toujours la caractéristique, c'est qu'on permet à tout le monde de participer en même temps pour résoudre des problèmes ou réaliser des démonstrations. Donc, quels sont les avantages en fait de cet outil-là? Donc, ça permet à l'enseignant de faire participer tout le monde de manière très efficace. Ça crée un engagement donc, de toute la classe et une émulation aussi, les élèves apprécient. Et c'est également un usage raisonné et pertinent du digital. C'est très efficace. On ne veut pas faire passer plus de temps aux élèves sur leur smartphone qu'ils ne le passent déjà. Vraiment, c'est très ponctuel. Une fois que tout le monde a participé, ensuite, on étudie le travail commun. Et côté élèves, en fait, ça leur permet de manipuler, ce qui manque trop souvent en cours de maths. Ils prennent conscience de leur impact individuel, parce qu'ils ont tous travaillé individuellement, mais c'est le travail de toute la classe qui a permis de résoudre le problème ou réaliser la démonstration. Donc voilà, on a quelques-uns de nos partenaires. Donc on travaille directement avec l'Éducation nationale. On est affilié GAR, on travaille avec les éditeurs également, des IREM pour les enseignants de maths, vous devez connaître. Voilà, MathLive est un outil gratuit et conforme au RGPD. Je vous montre, pour conclure très rapidement, un peu comment le site internet MathLive, pour bien comprendre. Donc, MathLive est un site sur lequel l'enseignant va accéder à une banque de ressources qui est proposée soit par MathLive, soit par la communauté enseignante. Les enseignants peuvent partager s'approprier les activités qu'on leur propose, les configurer et puis ensuite les partager. Donc, il y a tout un catalogue d'activités prêtes à l'usage. On peut trier par niveau, par chapitre, etc. Ou pareil, on peut créer ses propres activités et les configurer également rapidement pour pouvoir faire l'activité qui convient le mieux à son cours. Voilà, pour bien comprendre, il faudra explorer, mais voilà, vous pouvez vous rendre directement sur le site de mathlive.fr pour pouvoir explorer tout ça. Je vais transmettre mes coordonnées pour avoir plus d'informations, mais le mieux reste de consulter le site. Voilà. Merci Jérémy. Donc, 3 approches différentes des sujets mathématiques et sciences physiques. Ce que je vous propose peut-être, alors déjà rappeler que donc nous on vous a proposé ces formats de présentation courts, l'idée étant de donner aux enseignants, aux professeurs, documentalistes l'envie d'aller plus loin en vous contactant directement ou en nous contactant et d'en savoir plus au-delà d'une simple présentation papier. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est peut-être se mettre en format table ronde et le temps qu'on vous laisse la possibilité d'activer vos micros et caméras et peut-être lancer une petite discussion autour de la question qui serait de savoir comment vous abordez les enseignants et surtout comment vous les accompagnez dans la prise en main de vos outils qui doit exiger, je pense, quand même un certain temps de prise en main, précisément. Alors, je ne sais pas si vous avez une expérience par rapport à ça et si vous voulez bien la partager. Donc, chacun prend la parole comme il le souhaite, spontanément. On veut bien commencer. Allez-y. Pour le coup, nous, on a vraiment une équipe de personnes qui suivent les enseignants à partir du moment où ils se connectent sur le site Quick, vu qu'on propose toujours un mois de test gratuit pour les enseignants et pour les élèves.
Donc, tout au long de ce mois, on va les accompagner pour leur expliquer comment fonctionne le site et répondre à leurs questions. Ensuite, s'ils continuent à s'abonner, c'est des bilans qu'on fait en général une fois par trimestre, plus en fin d'année, on fait un bilan global. Et si on peut, on se déplace dans des établissements scolaires pour rencontrer les enseignants et avoir leur retour en direct. En plus de ça, tous les ans, on a une enquête de satisfaction. Et les enseignants donc, peuvent communiquer avec nous par téléphone, mail, et ils ont sur l'espace Quick une sorte de petit chat, sachant que les élèves aussi ont cette aide en fait sur leur espace à eux. S'ils sont confrontés à un problème technique, ils peuvent nous écrire et on leur répond sous 24 heures tous les jours. Voilà, pour l'accompagnement qui se fait. Très bien. Merci. Côté. Merci. Très bien. Gwen, Jérémy Ouais, donc, ouais. ou Edmond d'ailleurs. Mais ça paraît plus intuitif avec Edmond, mais est-ce qu'il n'empêche pas qu'il puisse y avoir un accompagnement? C'est ça, il peut y avoir un accompagnement, mais il n'y a pas la richesse, on va dire, des fonctionnalités. On reste sur une plateforme de médias et de ressources numériques. On accompagne à chaque fois qu'il y a besoin, mais on n'a pas souvent des demandes des enseignants pour comprendre comment prendre en main la plateforme. De notre côté Cabri, il y a plusieurs formats qui sont possibles d'accompagnement et on est d'ailleurs très très ouvert à des propositions, enfin à des personnes qui souhaiteraient nous contacter. Donc on peut accompagner personnellement les utilisateurs ou les établissements via des mails ou à l'oral aussi. On est très preneur de ce type de ressources. On a la possibilité aussi l'utilisateur peut aussi s'auto-former via des vidéos, des MOOC que nous mettons en place. Sachant qu'effectivement, la formation, elle est particulièrement utile pour notre outil, le laboratoire Cabri Express, parce qu'effectivement, il y a une première partie qui est une partie de prise en main de l'outil et de comprendre la richesse de l'outil. Pour les ressources numériques, le besoin d'accompagnement se fait généralement moins ressentir, mais s'il y a besoin, on est à disposition pour le faire. Mais c'est vrai que les ressources, la plupart du temps, parlent d'elles-mêmes et les utilisateurs ont moins besoin d'être accompagnés pour ce type de contenu. D'accord, on comprend bien. Merci. Merci. Jérémy, une expérience? Oui, tout à fait. Effectivement, régulièrement, on réalise des petites visios de prise en main à l'outil MATLive, que ce soit organisé ou bien ponctuel sur demande. On fait ça assez régulièrement. Pareil, on a l'habitude d'échanger directement avec les enseignants, que ce soit pour la prise en main ou bien des demandes qu'ils formulent. Par exemple, ils ont apprécié une activité, mais ils souhaiteraient la décliner ou avoir un usage plus spécifique. Et on fait ça assez régulièrement, donc on développe, parce que si un besoin est formulé par un enseignant, c'est valable pour d'autres. Et donc, on fait ça assez régulièrement. Donc, on échange directement avec les enseignants. Puis aussi, on a une politique de retour d'expérience systématique. Quand un usage a été un enseignant qui utilise de manière assez fréquente, ou même qui découvre, on vient demander, interroger, discuter en fait, avec l'enseignant pour bien comprendre ses besoins et s'assurer que tout aille bien pour lui. Ok, parfait. Super. Peut-être une deuxième question. En fait, aujourd'hui, l'usage de ces ressources reste globalement minoritaire par rapport à l'ensemble des enseignants dans ces matières. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait permettre un plus grand usage et comment, de votre côté, vous tendez à convaincre les enseignants qui peuvent enrichir leur approche pédagogique avec vos outils? Oui. Pour le coup, c'est vrai que nous, on a vraiment beaucoup de retours d'expérience très positifs, sachant qu'on a un taux en réabonnement de 95%, enfin plus de 95% tous les ans. Ensuite, contrairement à d'autres ressources, par contre, on est une ressource payante. Donc, en fait, le vrai frein, il est là. Ce qu'il faut, c'est plus motiver, c'est pas tant les enseignants qui sont vraiment très satisfaits de ce qu'on propose, c'est réussir à motiver les chefs d'établissement sur l'utilité pour les élèves et pour les enseignants du site. Donc voilà, après, honnêtement, les enseignants, ils testent Quick et c'est rare faut voir qu'on n'a pratiquement pas de retour négatif et les élèves, ça se voit automatiquement en fait qu'ils travaillent sur le site, étant donné qu'on peut savoir exactement tout ce qu'ils ont fait, notamment le nombre d'exercices qu'ils ont fait. Et quand on annonce à un enseignant que pour un seul devoir, les élèves de la classe ont fait plus de 2000 exercices sur le site, ça parle de soi-même.
Edmond, la question s'adresse également à toi et peut-être sous une autre forme. Est-ce que les professeurs de sciences sont principalement prescripteurs de ton offre? Alors, ils sont prescripteurs. Généralement, si les professeurs ne sont pas prescripteurs, il n'y a pas d'usage, hein. Dans tous les cas, c'est toujours important pour les documentalistes et pour les enseignants de recommander la ressource aux élèves et pas simplement de l'avoir affecté depuis un ENT en mode d'accès, mais de l'utiliser, de modérer, de leur demander de l'utiliser pour faire des recherches, des exposés ou voire même des revues de presse. Et nous, on accompagne ça également en plus dans certains établissements en organisant des ateliers de développement de l'esprit critique. Donc, on a parmi nos journalistes scientifiques des journalistes scientifiques qui sont vraiment spécialisés dans cette médiation-là et où c'est important voilà, de bien comprendre comment se fabrique la science, comment elle est médiatisée, comment on la reçoit et comment on développe son esprit critique par rapport à tout ce qui peut passer en ligne parfois sur ces flux infinis sur les réseaux sociaux où on se demande si finalement manger une banane tous les jours ne permettrait pas de guérir du cancer et où on sait que ce n'est pas vrai, mais ça marche pas. Ça passe quand même beaucoup. Ok. Parfait, merci. Oui, Gwen. De notre côté, c'est vrai que le frein n'est pas forcément la gratuité, puisque c'est vrai qu'il y a une bonne partie de ce qu'on propose qui est gratuit. Ce qu'on observe la plupart du temps, c'est le premier frein, c'est la méconnaissance des outils et de ce qu'on peut proposer. Et donc, du coup, la façon pour nous de pallier à cela, c'est d'interagir avec les professionnels de l'éducation, de se déplacer dans les établissements. Vraiment, ce dont on parlait tout à l'heure autour de l'accompagnement est primordial pour créer du lien entre les entreprises du numérique et les acteurs du terrain. Et puis, d'autre part, il y a un second frein qu'on identifie, nous, c'est la crainte du coût de l'investissement pour les utilisateurs. Parce que, du coup, de démultiplier les outils qui peuvent être utilisés, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut réapprendre. Il faut se former, il faut comprendre comment fonctionne le nouvel outil. Pour nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les outils que nous proposons soient le plus possible autodécouvrables et qu'il n'y ait pas besoin de formation et que ce soit le plus intuitif possible. Et pour faire ça, notamment, l'interaction avec les utilisateurs, elle est primordiale. Très bien, on comprend. Jérémy, un petit mot sur ce thème finalement de donner envie à plus d'enseignants d'utiliser ces ressources pour enrichir leur approche pédagogique. Tout à fait. Je rejoins Gwen là-dessus, mais c'est valable pour tout le monde. C'est vraiment décisif, surtout pour les usages en classe. Hein. Vraiment, presque chaque seconde compte. Il faut garantir du coup une expérience utilisateur pour les enseignants, pour les élèves qui doit être vraiment optimale. Mais au-delà de ça, il y a un travail plus, on va dire, d'éducation, de plus familier avec le numérique aujourd'hui. Pas tous les enseignants dans les établissements savent qu'ils ont accès à un catalogue de ressources numériques. Et là est le rôle en partie de librairies comme MLS, de savoir qu'en fait, les enseignants ont à disposition tout un grand lot de ressources. Ce n'est pas courant. Parce qu'une fois que les enseignants ont découvert un outil, ça se passe bien et ils se l'approprient. Mais c'est plutôt la culture numérique qui est en train de se mettre en place en France, qui est assez hétérogène, d'ailleurs, selon les régions, selon les types d'enseignants, etc. Donc, il y a une inertie ça se développe, mais du coup, ça demande un effort de plusieurs acteurs, dont les libraires comme vous. Et nous aussi, bien sûr, en tant qu'éditeur de ressources, mais il y a un travail global. Non, mais effectivement, tout ça est à construire tous ensemble. Ok, parfait, merci infiniment. Voilà, le webinaire touche à sa fin. Il n'y avait pas d'autres questions sur le chat, donc on vous remercie en tout cas tous pour votre participation. C'est un vrai plaisir. Pour les enseignants, n'hésitez pas à partager, à liker les articles que l'on fera sur les réseaux sociaux. À aller voir le replay aussi et à le diffuser autour de vous. Donc sur la chaîne YouTube de la librairie EMLS, avec la possibilité d'accéder directement à la présentation de chaque éditeur. Exactement. Et pour toute question, on reste disponible évidemment par téléphone, par mail. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière session de ce cycle de webinaire. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.